Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques de base. Donc là, souvent on me demande, oui, c'est quoi les vidéos qu'il faut regarder en premier? Celle-là, elle n'est pas loin d'être en premier. À la rigueur, il faut regarder celle sur les fonctions avant, parce que moi je vais faire des petits rappels, mais c'est vraiment une vidéo de base. On va voir des propriétés, toute une pelletée de propriétés que, grosso modo, les profs de maths dans le supérieur considèrent comme évidentes. Des fois, ils se trompent. Moi, je me suis trompé sur une, justement, donc je vais vous en parler plus tard. Mais voilà, qu'on considère que les étudiants doivent savoir manipuler. Donc en fait, c'est un peu de la théorie des ensembles de base. Les résultats, il ne faut évidemment pas tous les connaître par cœur, mais il faut être capable de les retrouver. Donc je vais vous montrer un peu les démarches, comment on fait pour savoir si c'est vrai ou pas, avec des exemples, etc., des dessins, et puis après, comment on fait pour le prouver, quoi. Donc c'est vraiment une vidéo de base hein, sur les maths dans le supérieur, là, pour voir voilà, si vous êtes capable de rédiger correctement les inclusions, les ensembles, etc., etc. Donc voilà, je vous incite fortement à essayer de faire l'épreuve. À chaque fois, je donne une propriété. Avant de regarder ma démonstration, essayez de le faire vous-même si vous avez le temps. Et je pense que ce serait un exercice qui serait très favorable pour vous. Voilà, voilà. Bon, alors je commence tout de suite. Donc, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une fonction? Donc, pour avoir une fonction, comme vous l'avez sans doute vu dans ma vidéo précédente où je creuse bien le sujet, mais bon, je vais rappeler un petit peu. Mais si vous voulez creuser le sujet, il y a une vidéo sur la chaîne. Je mettrai un lien en bas. Ok, donc une fonction. On part d'un ensemble qui s'appelle l'ensemble de départ, un ensemble qui s'appelle l'ensemble d'arrivée. Et pour définir la fonction, il nous faut un troisième ensemble qu'on appelle le graphe de la fonction, c'est-à-dire un ensemble G, qui est un ensemble de couples. Hein, c'est des éléments du produit cartésien EQF. Donc je vous rappelle, ça c'est l'ensemble des couples où je prends un élément de virgule, un élément de f. Donc voilà, si je prends x, y là-dedans, eh bien à quelles conditions voilà, donc les couples, en fait, une flèche, ça représente un couple. Hein. Vous voyez, dire qu'une fonction est relie ça et ça veut dire qu'en fait le couple xy est dans le graphe de la fonction, est dans G. Et donc on ne peut pas relier les points n'importe comment, il y a une condition pour que ce soit une fonction. Il est possible qu'il y a des points ici qui soient reliés à personne, il est possible qu'il y ait des points ici qui soient reliés à personne, et il est possible qu'ici il y ait plein de points qui soient reliés, enfin un point qui soit relié à plusieurs de ce côté-là, mais la condition essentielle pour être une fonction, c'est que si un point ici ne peut pas partir, arriver à deux endroits différents, hein, d'accord? On ne peut pas relier un point de l'ensemble de départ à deux éléments différents de l'espace d'arrivée. Ça, c'est interdit. Okay, l'idée d'une fonction, c'est comme un programme informatique. Si on donne les mêmes données à la base, il doit donner le même résultat à la sortie. Il ne doit pas y avoir d'aléatoire dedans, quoi. Et donc, ça se traduit comme ça mathématiquement. Donc, le graphe, il vérifie si j'ai deux couples xy, x', y', donc une flèche entre x et y et une flèche entre x' et y'. Alors, si x égale y', c'est-à-dire si le point de départ c'est le même, alors le point d'arrivée c'est le même. Une façon un peu compliquée de dire ça. Ok? Et donc, dans ces conditions-là, je peux écrire que le couple xy est dans G, on va l'écrire y égale f de x, hein, puisque pour un x donné, il y a une seule valeur y qui correspond. Donc, quand il y a une flèche entre x et y, on dit y égale f de x. Et on dit que y, c'est l'image de x, qui est unique, x a une seule image, alors que x, c'est un antécédent de y, parce que vous voyez, si y c'était cette valeur-là, eh bien, il peut y avoir plusieurs antécédents, celui-là, celui-là, et celui-là, qui arrivent tous sur y. Ok, donc il y a une unique image, mais il peut y avoir plein d'antécédents, ou pas du tout. Voilà, donc ça c'est une fonction en toute généralité. C'est trois ensembles, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, un ensemble de flèches qu'on appelle le graphe, un ensemble de couples, qui vérifie cette condition. Ok. Alors, une fois qu'on a une fonction, donc on peut définir le domaine de définition. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine de définition? C'est très très simple. C'est les valeurs pour lesquelles on peut calculer la fonction. C'est les valeurs ici qui ont une image par f. On dit, je faisais un petit dessin, voilà. Le domaine de définition, qu'on note souvent df, c'est l'ensemble des éléments de E qui ont une image, qui sont reliés à quelqu'un, pour lesquels il existe un y dans f, tel que y est f de x, hein, pour lesquels je peux calculer f de x. Ok, donc ça je pense que vous le saviez déjà. Et maintenant, l'image. Alors qu'est-ce que c'est que l'image de la fonction f? C'est pareil de l'autre côté, c'est ceux qui sont reliés aussi, mais de l'autre côté. Voilà. Donc en gros, le domaine de définition, c'est les départs de flèches. L'image, c'est les arrivées de flèches. Okay, donc c'est, voilà, on appelle f de E ou image de f. Hein, c'est l'ensemble des y dans f tel qu'il existe un x tel que y est lf de x. Voilà. Ok, donc voilà, présymétrique, hein, départ des flèches, fin des flèches. Bon, jusque-là, tout va bien. Ok, maintenant, alors on va définir des mots un peu plus subtils. Une application, qu'est-ce que c'est? En fait, on dit que f est une application si E est égal à son domaine de définition. C'est-à-dire s'il n'y a personne qui reste là. Si tout le monde est relié au début, okay, quand une fonction est définie pour tous les éléments de l'ensemble de départ, on dit que c'est une application. Voilà. C'est juste un vocabulaire.
Notez que c'est pas très dur de transformer une fonction en application en fait. Il faut changer l'espace de départ. On ne change pas du tout les flèches, on dit juste tiens, on enlève ça de l'espace de départ, ça devient une application. Typiquement la fonction 1 sur x de R dans R, ça devient une application si je prends l'application de R étoile dans R qui a x associé à 1 sur x. Oui. Ok, donc voilà. Et très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si c'est dans l'autre sens? Il n'y a que ceux qui sont atteints et qui sont là, alors on dit que l'application est surjective. Alors attention, hein, on ne dit pas fonction surjective, on pourrait dire, si elle n'est pas définie partout, mais qu'il y a des flèches qui arrivent partout, on pourrait parler éventuellement de fonction surjective. Mais ça, on ne le fait pas. Surjectif, injectif, on ne se place que dans le cas des applications. Okay, donc voilà, il faut juste savoir, quand on dit quelque chose est surjectif, c'est déjà une application, sinon on ne le fait pas. Okay, donc c'est pas très dur de se ramener à une application, mais donc, la plupart du temps, en fait, quand on dit fonction en maths, il faut se méfier, parce que oui, fonction en escalier, en fait, c'est des applications en escalier. Fonction étagée, c'est des applications étagées. En fait, c'est sous-entendu, c'est défini partout, mais on ne le dit pas. Donc, ouais, c'est un peu traître, mais bon. En tout cas, donc, dans cette vidéo, il n'y a pas que des applications, parce qu'on va essayer de voir un peu tous les cas. Hein. Mais donc, si on a une application, si elle est surjective, bah, ça veut dire que tous les éléments sont pris. Voilà, hein, c'est la définition. Quand im de f, c'est f tout complet, donc c'est un peu l'équivalent de domaine de définition, mais dans l'autre sens, là. Okay, et ben, on dit qu'elle est surjective. Et donc, pareil que pour application, si on a une fonction quelconque qui n'est pas surjective, bah, par exemple 1 sur x n'était pas surjective parce que 0 n'était pas atteint, bah, si je fais de R étoile dans R étoile, ah yes, ça devient une application surjective. Il suffit d'enlever ce qui est en trop. D'accord, j'enlève ce qui est en trop au début, ça devient une application, j'enlève ce qui est en trop à la fin, j'obtiens une application surjective. C'est pas très dur à obtenir. Ok. Voilà. Donc ça c'est le vocabulaire. Ok. Alors maintenant, plus difficile, parce que la définition ressemble énormément, mais c'est beaucoup plus dur, hein, c'est les applications injectives. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux éléments différents au début arrivent sur deux éléments différents à la fin. D'accord? C'est le problème qu'on a vu où il y avait plusieurs qui arrivaient au même endroit n'arrivent pas. Et c'est marrant parce que si on le formule en disant chaque élément de l'espace d'arrivée admet maximum un antécédent, il n'y en a pas forcément tous, d'accord? Mais s'il y en a un, il y en a maximum un, il n'y en a que un. Ça ressemble vachement à la définition de surjective. Surjective, tout élément de l'espace d'arrivée admet au moins un antécédent. Ils sont tous atteints au moins une fois. Oui. Et injectif, au plus une fois. On a l'impression que c'est presque pareil. Mais en fait, c'est très différent. Une fonction injective, c'est dur. Je veux dire que la plupart du temps, enfin, si une fonction n'est pas injective, il y a plein de points qui arrivent au même endroit, bah, la rendre injective, on ne peut juste pas. Imaginez une projection, par exemple, de l'espace sur un plan, parallèlement à une droite. Bah, tous les points qui sont là, pouf, se projettent tous au même point. Donc, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a une infinité d'antécédents à chaque point de l'espace d'arrivée. Comment construire une fonction injective à partir de ça? C'est très dur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autant la rendre surjective, c'est pas dur. Bah tiens, au lieu de tout l'espace, je prends l'espace d'arrivée, juste le plan, boum, c'est pas dur. Autant la rendre injective, c'est compliqué. Vous voyez? Et pour comprendre le mot injectif, quel rapport il y a avec une injection, vous voyez, une seringue et tout ça? En fait, l'idée c'est qu'on peut voir ce E là, en fait, comme si je l'injectais par F dans F. Quelque part, vous voyez, tous les éléments de E par F, ils arrivent avec le même nombre d'éléments. Bon, là c'est un nombre fini, mais hop, ils s'envoient là. Autrement dit, je peux voir, c'est un peu comme si F, il me permettait d'injecter E dans l'ensemble d'arrivée. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. L'image de F, l'image de cette application, donc si j'enlève tous ceux qui ne sont pas atteints, j'obtiens une partie qui est en bijection avec E, c'est la définition d'après, hein, donc moralement qui est pareil que E, un petit peu pour les mathématiciens, et qui est inclus dans F. Ok? Donc vous voyez, ben voilà, donc c'est typiquement, si je prends l'application par exemple de R dans R2 qui a X associé les couples X0, ben, c'est dire j'injecte l'ensemble R hop, comme droite des abscisses, comme une sous-partie du plan. Vous voyez, et puis c'était 0x, ah ben c'est la droite des ordonnées, l'axe des ordonnées. C'est une façon d'injecter l'ensemble R dans le plan. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une injection. Bon, enfin bref, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre, mais en tout cas, j'espère. Ok, donc voilà ce que c'est qu'une application injective. Et donc maintenant, j'ai spoilé un petit peu, quand elle est à la fois injective et bijective, donc quand il y en a un seul qui arrive et qui arrive partout, eh ben, on dit qu'elle est bijective. Donc la bijection, c'est une notion qu'on découvre à peu près quand on est aux petites sections de maternelle. D'accord? Et oui, je vous jure que c'est vrai. Un des premiers exercices qu'on fait faire aux petites sections de maternelle, c'est on leur donne des ronds qui sont dessinés, ils ont des objets, ils doivent mettre un objet dans chaque rond. Et bien mine de rien, ils sont en train de construire une bijection entre l'ensemble des objets et l'ensemble des ronds. Pourquoi c'est essentiel de faire ça? Parce que pour apprendre à compter, on va mettre en correspondance, donc en bijection, les ensembles qu'on doit dénombrer avec les mots de la comptine numérique 1, 2, 3, 4, 5. On ne fait pas les flèches physiquement, mais on associe
chaque objet a un mot, et donc en fait on fait des bijections, déjà tout petits pour compter. Bref, donc c'est vraiment une notion fondamentale des mathématiques, ça. Injectif, surjectif, c'est un peu plus dur, mais bijectif, c'est vraiment essentiellement fondamental. Ok. Et donc voilà. Bon, allez, j'insiste pas plus. C'est pas là-dessus que je voulais passer toute ma vidéo, j'ai déjà passé assez de temps. Donc on suppose que maintenant vous savez ce que c'est qu'une application injective, surjective, etc., etc. On va peut-être attaquer ce dont je voulais vous parler. Alors, ah oui, juste, pourquoi il faut que je définisse f-1, ouais, j'ai oublié. Si j'ai une application bijective, hop, bah du coup je peux retourner toutes les flèches. Ok. Alors si j'ai juste une application injective, je peux faire une fonction injective qui est réciproque. Vous voyez, mais ce ne sera pas une application parce qu'elle n'est pas définie partout. Parce qu'on peut inverser des flèches. Hein, s'il n'y en a qu'une seule qui arrive à chaque fois, du coup en changeant le flèche, il n'y en a bien qu'une seule qui part à chaque fois. Donc je peux bien faire une fonction comme ça. Mais si en plus elle est surjective, donc là j'obtiens une application bien définie partout, qui fait exactement le contraire de ce que faisait l'application f, et donc ça s'appelle l'application réciproque de f, on l'appelle f-1. Ok. Donc c'est celle qui revient en arrière. Alors, normalement vous avez plein d'exemples en tête. Hein. Si je prends l'application x2 de r plus dans r plus, bah, son inverse, sa réciproque c'est racine de x. Si je prends l'application exponentielle, sa réciproque c'est la fonction ln, logarithme des périens, etc. Bon, vous avez déjà vu plein d'exemples comme ça. Hein. Ok. Voilà, donc je voulais définir ce truc-là avant de commencer. Bon, allez, maintenant on va pouvoir y aller. Donc si j'ai une fonction, ok, en général comme ça, et si je prends une partie a, une partie de e, ok, alors par exemple cette partie-là, eh ben, je peux définir une fonction dont l'espace de départ c'est a, l'espace d'arrivée c'est toujours le même, c'est f, en prenant juste les flèches là qui partent de a dans f, donc c'est en prenant les flèches de f, mais juste celles qui partent de a, ce qu'on obtient c'est ce qu'on appelle la restriction de f à a. Ok. Donc voilà, f restreint à a, cette notation-là, que vous avez déjà dû voir plein de fois en mathématiques, il faut bien le savoir, c'est exactement ça. C'est l'ensemble, voilà, je change l'espace de départ, je prends que a, et ceux qui n'ont pas d'image, ils n'ont pas d'image, ceux qui ont une image, ils ont la même que ceux qu'ils avaient avant. Je ne change pas l'espace d'arrivée. Des fois, ça pourrait être pratique, hein, parce que imaginez qu'on a une application linéaire d'un sous-espace vectoriel stable, hein, un sous-espace vectoriel f qui est stable. Du coup, en prenant la restriction de u à f, j'ai envie d'avoir un endomorphisme de f dans f. Ben non, la restriction, elle va de f dans e. Si j'ai u de e dans e, et je la prends, la restriction à f, elle va de f dans e. Et ça n'a pas de nom, la restriction de f dans f, mais vous voyez, ça pourrait être pas mal. Si f est stable, je pourrais avoir un truc comme... Bon, il n'y a pas de nom pour ça. La restriction, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on limite juste l'espace de départ, on ne change pas l'espace d'arrivée. Ok. Voilà, bon, bah bref, c'est cette fonction. Donc là, je vous la dessine. Hop, tout ça, ça disparaît. Et ça, c'est la fonction f restreint à a. Ok. Donc voilà, c'est défini. Bah, pour tout a dans a, f restreint à a de a, c'est égal à a. On ne peut pas définir en dehors de a. L'espace de départ, ça devient a. Il n'y a plus rien qui existe. Voilà. Je vous rappelle, une fonction, c'est l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et les flèches. Bah, du coup, je zigouille une partie de l'ensemble de départ, donc je zigouille une partie des flèches. Et voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, donc, on va pouvoir arriver à l'image directe de A par une application f. Donc je prends une partie A. Qu'est-ce que c'est que l'image de f par f de cette petite partie A? Eh bien, c'est simplement l'image de la restriction, d'accord, à A. Autrement dit, bah, c'est les images des éléments qui sont dans A. Donc c'est les bouts des flèches de tous les éléments qui sont dans A. Ok. Voilà. Donc ça, c'est f de A, l'image directe. Okay. Et donc la première partie de cette vidéo, ça va être essayer de comprendre quelles sont les propriétés de cette image directe d'une partie. Ok. Voilà, voilà. Et donc définition, hein, f de A, bah, c'est l'ensemble des y dans f tel qu'il existe un petit a dans grand A, dont c'est l'image. Parce que là, tout va bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'image de quelque chose qui n'est pas dans A. Hein. Vous voyez, dans f de A, il peut y avoir des éléments qui s'écrivent f de B où B n'est pas dans A. Il faut se méfier. Ce n'est pas uniquement les images de ceux qui sont en A et pas de ceux qui sont dans les autres. Hein. Vous voyez, donc il faut se méfier un petit peu. Ok. Très bien. Alors maintenant, allons-y. Donc, première propriété, si A est inclus dans B qui est inclus dans E, alors f de A est inclus dans f de B. Alors, on va faire un petit dessin pour visualiser. Vous voyez, j'ai deux parties de E, A qui est inclus dans B. Bon, bah, f de A, les images des points de A, ils sont là, ok. Mais les points de A, c'est aussi des points de B. Donc si je prends les images de tous les points de B, bah, j'obtiens bien f de B qui contient f de A. Ok. Donc là, je n'ai pas écrit la preuve, je veux dire, parce que c'est tellement, elle est juste évidente. Hein. C'est-à-dire, si je prends x qui est dans f de A, bah, du coup, il s'écrit f de petit a, avec petit a qui est dans grand A. Mais grand A, il est inclus dans B, donc petit a, il est dans B.
bah, du coup c'est f de petit a qui est dans B, donc c'est bien dans f de B. Ouais, okay. C'est assez évident, mais il faut le savoir. Okay, donc c'est stable pour l'ordre défini par l'inclusion. Voilà, c'est stable, ça ne change pas l'ordre. Si on est inclus, l'image directe reste inclus. Ok, très bien. Alors, on va utiliser cette petite propriété à un cas particulier. Bah, je sais que A il est inclus dans A union B. Ouais, je prends deux parties A et B quelconques. A est inclus dans A union B. Donc f de A est inclus dans f de A union B. Ok. Bon, bah pareil, f de B est inclus dans f de A union B, puisque B est inclus dans A union B aussi. Du coup, si j'ai cette partie-là qui est incluse dans ça et celle-là qui est incluse dans ça, la réunion de ces deux parties est incluse dans celle-là. Donc j'en déduis que f de A union f de B, c'est bien inclus dans f de A union B. Ok, ok. Bon, là maintenant, je veux bien savoir si jamais j'ai égalité ou pas, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Si je prends un élément x qui est dans f de A union B, donc là un élément y plutôt qui est dans f de A union B. Je prends y plutôt pour les images, x pour les antécédents, histoire de s'y repérer un peu. Donc je prends un y qui est dans l'image de A union B. Là, ça veut dire qu'il existe un x qui est dans A union B, dont c'est l'image. Quelque y qui est f de x. Mais ce x qui est dans A union B, bah, il est soit dans A, soit dans B. C'est ça la définition de A union B, oui. Donc, bah, si x est dans A, bah, du coup, y il est dans f de grand A. Puis si x il est dans B, bah, y il est dans f de grand B. Donc dans tous les cas, y il est dans la réunion de f de A et de f de B. D'accord? Donc cet ensemble f de A union B est bien inclus dans f de A union f de B. Et donc, bah, comme j'ai les deux inclusions, j'ai bien l'égalité ici. Okay, l'image d'une réunion, c'est la réunion des images. Bah, voilà, petite propriété sympa que j'espère que vous avez réussi à démontrer avant. Alors sinon, petit spoil, faites pareil pour l'intersection. Essayez de démontrer pour l'intersection qu'est-ce que vous avez ou pas. Ok? Allez, faites-le. C'est vachement utile. Allez, moi, je vais le faire maintenant. Ok. Donc pour l'intersection, alors qu'est-ce que je peux dire? Bah, même raisonnement que tout à l'heure déjà. Bah, je sais que l'intersection de A et B, elle est incluse dans A. D'accord? Et l'intersection de A et B, elle est incluse dans B. Du coup, f de l'intersection, elle est incluse dans f de A et f de l'intersection est incluse dans f de B. Et donc, si je suis inclus dans f de A et dans f de B, je suis inclus dans l'intersection de f de A et de f de B. D'accord? Donc, j'ai bien f de A inter B qui est inclus dans f de A inter f de B. Ok? Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez essayé de démontrer l'autre côté, mais si vous y êtes arrivé, il y a un problème. Parce que, regardez, on va faire un petit exemple. Je prends une fonction un peu n'importe comment, hein, voilà, qui n'est pas surjective, qui n'est pas injective, qui n'est pas une application. D'accord? Donc voilà, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de propriété en plus qui pourrait rendre vrai un truc qui est faux en général. Et bien, on va regarder ce que ça donne. Donc si je prends f de A, le voilà. Donc là, j'ai mes 4 valeurs, là, hop, hop, qui arrivent là. Ok, f de B, donc du coup, là, j'en ai 5. Hop, je calcule. F de B, voilà, je toque. Il y en a 2 qui arrivent au même endroit, donc ça en fait que 4 au final. Mais ok. Et puis f de A inter B, ben, inter B, il y avait que ces deux-là. Donc f de A inter B, c'est ce truc-là. Eh bien, f de A intersecté avec f de B, c'est le violet, ceux qui sont à la fois dans f de A et dans f de B. F de A inter B, c'est le turquoise vert bizarre là. En tout cas, c'est pas le violet. Il y en a qui sont dans f de A inter f de B, sont dans f de A et dans f de B, mais par deux éléments, 1 de A, 1 de B, qui ne sont pas dans l'intersection. Et donc, c'est pas vrai que c'est pas égal. Voilà. En général, on peut juste dire que f de A inter B, il est inclus dans f de A inter f de B, mais il n'y a pas égalité. Ok? Donc voilà, faire un petit dessin, c'est utile avant d'essayer de démontrer des choses fausses. Des choses fausses, plutôt. Ok, très bien. Bon alors, on se dit, bon ouais, d'accord, mais alors peut-être avec une petite hypothèse supplémentaire, ce serait égal. Alors effectivement, on va le dire tout de suite, si f était injective, si f est une application injective, alors f de A inter B, c'est égal à f de A inter f de B. Alors maintenant, pareil, essayez de faire la preuve. Moi, je vais la faire tout de suite. Hop. Donc, on va regarder un peu ce que ça fait. Voilà, j'ai fait un petit dessin, une application injective. Cette fois, vous voyez, il n'y a jamais des flèches qui arrivent au même endroit. Hein. Et donc, si je prends une fonction a, f de a, bah, du coup, c'est ce petit truc-là. F de b, c'est ce petit truc-là. Je vous laisse vérifier que sur le dessin, en tout cas, ça marche, que f de a inter b, c'est bien f de a inter f de b. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner déjà. Donc, on peut essayer de faire une preuve mathématique. Et donc, voilà, on sait déjà que ça, c'est inclus dans ça. Donc, il faut faire l'inclusion réciproque. Donc, prenons un y qui est dans f de a inter f de b. Ok, on va essayer de démontrer que c'est bien dans f de a inter b. Alors, si y est dans f de a inter f de b, ça veut dire qu'il est l'image d'un petit a qui est dans a. Y, c'est un f de a pour a est dans a. Et c'est aussi un f de b pour b est dans b. Et donc, le problème qu'on avait tout à l'heure, c'est que c'est tout à fait possible d'avoir un a et un b et puis qui avaient la même image. Mais maintenant, ça n'est plus possible parce que si on suppose que f est injecté, je vous rappelle, ça veut dire que si f de a égale f de b, alors a égale b. D'accord?
Bah du coup, A, bah, c'est B, donc il est dans A et il est dans B, donc A il est dans A inter B, et donc Y il est bien dans F de A inter B. Et voilà. Ok. Donc c'est pas bien dur. Mais voilà, on a besoin de cette hypothèse là pour être sûr que ça ne peut pas arriver qu'il y en ait un qui soit dans A et dans B qui soit disjoint et qui arrive tous les deux dans F de A et inter F de B, quoi. Qui arrivent au même endroit, quoi. Ok. Alors maintenant, l'image directe est complémentaire. Alors, première propriété, donc on va essayer de comprendre ça. Quelle que soit une partie A de E, le complémentaire de F de A dans l'image de F, c'est inclus dans l'image du complémentaire de A. Oh là 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 là. Alors, on va regarder. Donc j'ai pris A, j'ai pris F de A, et là, en tout, c'était le bleu, c'est im de F. Okay, c'est toutes les images qu'il y a. Et donc, autrement dit, le complémentaire im de F privé de F de A, c'est juste ce qui est en bleu, hein, c'est ce qui reste. Là, chez im de F, c'était toute la partie. F de A, c'était juste le orange. Eh bien, voilà, donc im de F privé de F de A, c'est juste ce que j'ai en bleu, et c'est bien inclus dans ce qui est en noir, parce que ce qui est en noir, c'est l'image du complémentaire de A. Vous voyez, le complémentaire de A, je prends les images, les 4 points qui sont là. Hop là. Oui, c'est ça. Donc, il y a lui, il y a lui, et il y a les deux qui arrivent là. Donc, c'est bien ça. L'image de ce qui n'est pas dans A, c'est tout ce que j'ai entouré en noir. Et ben, je me rends compte que le complémentaire dans l'image, tout ça c'est l'image, hein, le complémentaire du rose, c'est le bleu, c'est bien inclus dans le noir. Ok, sur mon dessin c'est juste. Donc, bah, comme c'est un dessin général, il y a des chances qu'on puisse le démontrer. On va le faire, c'est pas bien compliqué. Donc, si je prends un Y qui est dans im de F et pas dans F de A, c'est ça que ça veut dire, un im de F privé de F de A. Bon, bah, ça veut dire qu'il est dans l'image de F, ça veut dire qu'il existe un X quelque part dans E tel que Y, il y a la F de X. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ok, tout va bien. Mais je sais qu'Y, il n'est pas dans F de A. D'accord, c'est im de F privé de F de A. Donc X, il n'est pas dans A. Ok, ça, je suis sûr. Parce que sinon, bah, il serait dans F de A. Et donc X, il appartient au complémentaire de A dans E. Il appartient à E privé de A. Et donc Y, il est bien l'image d'un élément de E privé de A. Donc Y, il est bien dans F de E privé de A. Donc j'ai bien cette inclusion-là. Ok, mais alors de nouveau, on aimerait bien avoir l'inclusion inverse. Et puis, bah, on voit que c'est faux, hein, parce qu'il n'y a pas d'égalité sur mon exemple. Donc voilà, il va peut-être falloir des hypothèses supplémentaires encore pour que ça marche. Et effectivement, bah, si F est injectif, c'est toujours la condition un petit peu dure à avoir, là. Alors dans ce cas-là, on a bien l'égalité. J'ai fait un petit dessin. Si j'ai F qui est injectif, bah, voilà, il n'y en a pas deux qui peuvent arriver au même endroit. Donc en gros, les images du complémentaire de A, ils n'arrivent pas au même endroit que les images de A. Et donc voilà. Mais alors maintenant, c'est toujours pareil. Ça, c'est un dessin. Ça, ce n'est pas une preuve. Donc allons-y pour faire la preuve. Alors, donc il faut que je démontre que l'inclusion réciproque. Donc im de F, déjà, l'image de F. Ah oui, ça, je vais montrer ça encore plus simplement. Pour montrer que l'image de ça, c'est complémentaire de ça, je vais procéder différemment. Regardez bien l'astuce. L'image de F, c'est l'image de A union l'image du complémentaire de A, parce que c'est l'image de E. D'accord? Donc toutes les images de F, bah, soit c'était des images de A, soit des images de E privé de A, ça, il n'y a pas de doute. Même s'il y en avait qui étaient dans les deux, a priori, ça c'est toujours vrai. Ok? Mais maintenant, F de A intersecté avec F de E privé de A, comme c'est une application injective, d'après ce que j'ai vu sur l'intersection, intersection des F, c'est F de l'intersection. Donc ça, c'est pareil que F de A intersecté avec E privé de A, qui est F de l'ensemble vide, donc c'est l'ensemble vide. Ok? Il n'y a pas d'antécédent, donc il n'y a pas d'image, quoi. Donc, ça, j'utilise ce que j'ai déjà vu, en fait. Hein. L'intersection, ça marche pour les applications injectives. Donc, regardez, j'ai une image de F, c'est une réunion de deux ensembles qui sont disjoints. Leur intersection est vide. Ok? Bah donc, ça veut dire que ces deux ensembles, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et donc que lui, c'est bien le complémentaire de F de A dans im de F. Hop là! Astuce, hein? Ok? Deux ensembles dont la réunion fait tout im de F et qui sont disjoints, ça veut dire que voilà, l'image du complémentaire de A, c'est le complémentaire de F de A dans im de F. Mais nous, on aimerait bien que l'image du complémentaire soit le complémentaire. Et donc pour ça, il faudrait que im de F soit égal à F en entier. Et donc il faudrait que F soit surjective. Et comme elle est déjà injective, bah du coup, il faut que je dise que F soit une application bijective. C'est très très dur hein, pour que l'image directe du complémentaire de A soit le complémentaire de F de A. Il faut que F soit bijective. Donc bijectif, ça sert toutes les propriétés sont toujours vraies, hein, d'accord. Donc, mais là, c'est ça le minimum pour qu'on puisse dire que l'image du complémentaire de A, c'est le complémentaire de F de A. Il faut que F soit bijective. Ok? Parce que là, il n'y a plus de problème. L'image de F, c'est bien F. Et donc, on utilise la question précédente. Ok? Très bien. Allez, maintenant, on va pouvoir parler de l'image réciproque maintenant.
Oh là 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 là, déjà l'image directe c'était compliqué, alors l'image réciproque ça fait peur, hein, parce que l'image directe, ok, on voyait un petit peu l'image réciproque, alors c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, je prends une partie n'importe comment B là-dedans, et l'image réciproque c'est les antécédents, c'est-à-dire tous les débuts des flèches qui arrivaient dans B, ok. Donc voilà, donc il peut y en avoir beaucoup plus, hein, d'accord. F de A il ne pouvait pas y en avoir plus que dans A au début, hein. Mais F-1 de B il peut y en avoir beaucoup plus que dans B, tous les antécédents, ok. Donc voilà, c'est l'ensemble des antécédents des éléments de B. Donc regardez bien, f-1 de B, c'est l'ensemble des x dans E tel qu'il existe un B dans B, tel que B égale f de x. On peut aller plus vite, c'est l'ensemble des éléments pour lesquels f est défini, et tel que l'image est dans B. C'est une version plus courte, c'est l'ensemble des x pour lesquels la fonction f est définie, donc pour lesquels je peux calculer une image, et leur image est dans B. C'est ceux dont l'image est dans B finalement. Si je prends juste une application, c'est juste ceux dont l'image tombe dans B, quoi. Et sinon, en général, c'est ceux qui sont dans le domaine de définition et dont l'image tombe dans B. Ok. Donc voilà la définition de l'image réciproque. Et donc ça a l'air plus compliqué et en fait, curieusement, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Alors, attention, il y a un petit problème. Parce que f-1 de B, tu viens de me dire, tu notes f-1 de B l'ensemble des antécédents, mais si f était bijective, il y a une application f-1, celle qui va dans l'autre sens. Et donc comment je fais pour savoir si f-1 de B, c'est l'image réciproque de B par f, ou si c'est l'image directe de B par f-1. Oui, il y a un problème là, cette notation c'est pas clair. Parce que si l'application f-1 existe, il faudrait peut-être l'appeler autrement celle-là, je sais pas, R de B, l'image réciproque là, parce que f-1 ça a déjà un sens, f-1 de B c'est l'image directe de B par l'application f-1 normalement. Alors faisons un petit dessin, si je prends une application bijective, ok, donc je prends une partie B quelque part, alors f-1 de B c'est l'ensemble des antécédents, d'accord, de ces vecteurs-là. Mais en fait, les voilà, je les ai marqués ici. Mais en fait, si je retourne les flèches là, pim, c'est les images de ces points-là par là. Puisqu'une fonction bijective, on peut retourner toutes les flèches. Donc les antécédents, il y en a un seul par image, et je l'obtiens comme image de f-1. Donc c'est la même chose. Donc c'est pas étonnant, il y a une notation qui peut vouloir dire deux trucs quand f est bijective. On peut l'interpréter de deux façons différentes, image réciproque par f ou image directe par f-1, mais c'est le même ensemble. Ah, ça va mieux. Parce que c'était inquiétant quand même, hein, de noter deux trucs différents avec la même notation. Ça, pour les matheux, on n'aime pas trop faire ça, hein. Donc, mais heureusement, je vais vous expliquer ça, on est très heureux, parce que c'est pareil en vrai. Si f est bijective, f-1 de b, c'est l'un ou l'autre, au choix, c'est la même chose. Ah, on respire. Ok, donc maintenant, on va pouvoir regarder plus sereinement les propriétés de f-1. Donc, prenons une fonction de E dans f, toujours pareil. Alors, première particularité, première propriété sympathique, ça conserve l'inclusion comme l'image directe. Si B est inclus dans D, l'image réciproque de B est inclus dans l'image réciproque de D. Donc on fait un petit dessin. Si je prends B qui est inclus dans D, les antécédents de B, ils sont là. Les antécédents de D, ils sont là. Ils contiennent bien les antécédents de B. Parce que s'il y a un point, là, son image était dans B, du coup son image est dans D, hein, puisque B est inclus dans D. Donc bon, voilà. Donc ça, il n'y a vraiment rien à démontrer, hein. Je prends un élément. Ça, c'est un élément qui est dans le domaine de définition de f, dont l'image est dans B. Du coup, son image est dans D. Voilà. Donc, f-1 de B inclus dans f-1 de D, c'est juste évident. Rien à dire. C'est que la définition. Donc ça, c'est génial. Et on va en déduire donc de nouveau des petites propriétés sympas. Donc on va commencer comme tout à l'heure par la réunion. Alors, je vous annonce directement que ça marche. Okay, pour l'image directe, ça marchait. Du coup, pour f-1, l'image réciproque, ça marche aussi. f-1 de B union D, c'est ça. Alors, essayez de faire la démonstration vous-même. Je pense que c'est pas inutile. Et moi, je vais la faire tout de suite. D'abord un petit dessin, juste pour voir que ça marche. Voilà, si je prends B union D, je prends les antécédents de B, les antécédents de D, je constate bien que les images réciproques de tous ceux qui étaient soit là, c'est l'image, voilà, c'est la même chose que ça. Mais c'est pas une preuve, c'est pas parce que ça marche sur le dessin. Le dessin, ça sert à trouver des contre-exemples. Tiens, ça marche pas tout le temps. Mais c'est pas une preuve. Alors, prenons X dans f-1 de B union D, je pars de là. Eh bien, je vais faire par équivalence. Ça veut dire par définition que X est dans le domaine de définition de f et que son image est dans B union D. Oui, c'est la définition. Okay. On peut calculer f de x et f de x, ça tombe dans B union D. Mais si ça tombe dans B union D, tiens, je suis allé trop vite. Hop, ça veut dire que soit ça tombe dans B, soit ça tombe dans D. Vous voyez, f de x est dans B union D, donc soit f de x est dans B, soit f de x est dans D. Donc soit x est dans D, f de x est dans B, soit x est dans D, f et f de x est dans D. Donc ça veut dire x est dans f-1 de B ou x est dans f-1 de D. Donc ça veut dire qu'x appartient à la réunion de f-1 de B et f-1 de D.
Voilà, c'est juste équivalent, donc on a bien directement l'égalité entre les deux ensembles. Ok, bon, la réunion, ça marchait bien, ok. L'intersection maintenant, eh ben bim, ça marche aussi. Pour l'image réciproque, tout marche. Fantastique, ça a plus de propriétés. Et ça, si vous avez fait un peu de maths, vous allez savoir que c'est vachement utile. Je donne des exemples comme ça. Une application est mesurable si l'image réciproque de toute partie mesurable de l'ensemble d'arrivée est une partie mesurable de l'ensemble de départ. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est les images réciproques, dans le mot important dans la définition. Une application entre deux espaces topologiques est continue, c'est seulement si l'image réciproque de tout ouvert de l'espace d'arrivée est un ouvert de l'espace de départ. Et pas les images directes, les images réciproques à chaque fois. Ok, donc c'est un concept vraiment hyper important et c'est cool parce qu'avec les images réciproques, bah, ça marche bien pour l'intersection, la réunion et, je spoil un petit peu, même pour le complémentaire, tout marche vachement mieux avec les images réciproques. Alors, donc bah, là voilà, c'est pareil, si on fait le dessin, on prend l'image, donc les antécédents de D, les antécédents de B, bah, on se rend compte que l'intersection c'est bien les antécédents de B inter D, mais de nouveau, un dessin n'étant pas une preuve, il faut y aller. Donc on part de x qui appartient à f-1 de b inter d, ça veut dire que bah, du coup la fonction f est définie en x et que f de x est dans b inter d. Mais si f de x est dans b inter d, ça veut dire que f de x est dans b et que f de x est dans d. Et donc x est dans le domaine de définition et f de x est dans d, et x est dans le domaine de définition, je me répète, et f de x est dans d. Donc autrement dit, x est dans f-1 de b et x est dans f-1 de d. Donc x appartient à l'intersection de f-1 de b et de f-1 de d. Évident. Ok. Bon, il faut le rédiger, tout ça, c'est un peu abstrait, etc. Mais oui, c'est fantastique. Alors le complémentaire, maintenant, ce que je veux vous dire, bah, c'est qu'en fait, il y a une égalité, toujours encore. L'image réciproque du complémentaire d'une partie B, eh ben, c'est le complémentaire de f-1 de B dans le domaine de définition. Ok. Donc on ne peut pas être dans E tout le temps, parce que bah, voilà, les images réciproques, même de tout l'ensemble, c'est que le domaine de définition. Hein. Okay, donc on ne peut pas faire tout l'ensemble de départ. Okay, mais ce n'est pas la partie dure. Vous voyez, c'était comme quand on avait une application injective, ça marchait bien, c'était le complémentaire de IM de F. On la rendait surjective, boum, ça faisait l'image du complémentaire. Bah là, il faudra prendre une application au début, et on aura l'égalité. L'image réciproque du complémentaire, c'est le complémentaire. Hein. Vous voyez. Bon, alors déjà, faisons la preuve de ça. Donc si je prends x qui est dans l'image réciproque du complémentaire de B, bah, ça veut dire que donc, x est dans le domaine de définition de F, et que f de x n'appartient pas à B. Hein. F de x est dans le complémentaire de B, f de x est dans f privé de B, ça veut dire que f de x n'appartient pas à B. Ok. Bah, du coup, ça veut dire que x il appartient à df privé de f-1 de B. Hein, il est dans df et x il n'est pas dans f-1 de B. Parce que sinon f de x serait dans B. Bah, donc il est dans df privé de f-1 de B. Ok. Donc voilà, et comme c'est des équivalences à chaque fois, c'est bien l'égalité des ensembles que j'ai. Et donc si je suppose que f est une application, donc que df c'est E, elle est définie partout, et bah, du coup j'obtiens bien que l'image réciproque du complémentaire est le complémentaire de l'image réciproque. Ok, donc vous voyez, pour les images directes, pour avoir ça, il fallait qu'f soit bijective. Bah là, il faut juste que ce soit une application. Ni injective, ni surjective, juste une application, alors ça marche pour l'image réciproque. Ok. Donc en gros, voilà, les images réciproques, ça a l'air plus compliqué, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Surprenant, non? Comme diraient des proches. Ok. Allez, alors, on va composer un petit peu tout ça maintenant. Là, on attaque dans le dur. Hein. Accrochez vos ceintures. Ça, c'est les trucs où on se plante tout le temps. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que moi, je me suis planté dans une vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner celle-là. Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ce que ça en avait l'air. Alors, on prend déjà donc toujours une fonction dans f, un cas général. Et ben, je prétends que pour toute partie B inclus dans f, l'image de l'image réciproque de B, c'est inclus dans B. Et qu'il y a égalité si l'application est surjective. Ok, alors un petit dessin. Oula, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Donc je prends une partie B, ok, là quelconque. Je prends son image réciproque. Bon, ben voilà, hop, elle est là, f-1 de B. Et bah, je prends l'image de f-1 de B maintenant par f. Hop, et ben j'obtiens ça. J'obtiens pas forcément, vous voyez, s'il y en a qui n'ont pas d'image là, eh ben ils ne sont pas dans l'image de f-1 de B. Et donc on voit pourquoi si elle était surjective, si ça n'arrive pas des éléments qui n'ont pas d'image, alors ça va marcher. Ok. On comprend avec le dessin pourquoi la condition que si f est surjectif, du coup ça va bien fonctionner, mais ce n'est pas une preuve, encore une fois, il faut écrire les équations hein, pour être sûr qu'on a bien une preuve. Ok, donc on va se lancer. Alors, déjà pour l'inclusion, si je prends x qui est dans f de f-1 de b, oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Y est là-dedans, ça veut dire que y c'est f de quelque chose qui est dans f-1 de b. Donc y c'est un certain f de x où x est dans f-1 de b. Hein. L'image directe de f-1 de b, c'est voilà, f de x où x est dans f-1 de b. Ok. Mais du coup,
si x est dans f moins 1 de b, ça veut dire que son image est dans b. Donc f de x est dans b. Donc y est dans b. Voilà. Par définition. Hein. L'image d'un quelque chose qui est dans f moins 1 de b, ça tombe dans b. Donc, donc y est un élément de b. Donc si y est là-dedans, il est dans b. Donc j'ai bien l'inclusion. Ok. Et maintenant pour l'égalité, je suppose que f est une application surjective. Alors cette fois, eh n'importe quel élément de grand B, il a un antécédent. Parce qu'elle est surjective. Donc n'importe quel élément de grand f a un antécédent. D'accord. Au moins un antécédent. Du coup, je prends un élément de grand B, il a un antécédent. Okay. Donc je prends quelque chose qui est dans B, là, n'importe lequel. Là, bon, voilà. Il existe un x tel que f de x égale b. Okay. Mais alors, du coup, ce x, vu que son image est dans B, il appartient à f moins 1 de b. Et du coup, B, c'est bien l'image d'un élément qui était dans f moins 1 de b. Donc B, il est bien dans f de f moins 1 de b. Et donc j'ai l'égalité là. F moins 1 d'un ensemble, ça s'élimine. Attention, hein, si f est bijective, c'était évident parce que f moins 1, c'est le contraire. Mais même si f n'est pas bijective, elle est juste surjective, alors j'ai quand même cette égalité là. Ok. Et c'est pas dur de surjective, hein, rappelez-vous. D'accord. Donc, dans ce sens-là, ça marche bien. Ok. Et attention, parce que là, c'est là qu'on se fait facilement avoir. Dans l'autre sens, ça marche pas du tout. En général, on n'a aucune inclusion entre A et l'image réciproque de f de A. Alors, on va faire un dessin cas général pour essayer de voir ça. Donc voilà, j'ai pris une fonction que celle du début, hein, qui n'est pas injective, qui n'est pas surjective, qui n'est pas définie partout, enfin le cas général, quoi. Et j'ai pris une partie A, donc voilà, f de A, on l'a déjà vu, hein, c'est ce truc-là. Jusque-là, tout va bien. Et donc, je prends l'image réciproque de f de A. Regardez, c'est les antécédents, d'accord, de la partie verte ici. Donc, tous ceux qui sont des antécédents, là, les deux qui sont là, là, celui-là, et puis là, les trois qui donnaient celui-là. Ok, donc, c'est cette partie voilà, bleue, là, f-1 de f de A. Elle n'est pas inclue dans A, et A n'est pas inclus dans L non plus. Voilà, l'intersection, là, je l'ai mis en violet, vous voyez bien, c'est pas là, voilà. Donc, il n'y a aucune inclusion en général. Ok. Donc voilà, c'est une vacherie. Ça, c'est un piège. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc, quelles sont les hypothèses qu'il faut mettre pour que ça marche là? Vous voyez, là, on voit que ça marche parce qu'il y a des éléments qui n'avaient pas de... Dans A, il y a des éléments qui n'avaient pas d'image, c'est peut-être pour ça. Et puis, il y en a qui avaient plusieurs images ici, tout ça. Donc, bref. Ok, alors voilà. Donc, déjà, je prétends que si f est une application, alors on a une inclusion. A est inclus dans f-1 de f de A. Et donc, c'est ça l'erreur que j'ai faite. Hein. Dans ma vidéo sur la dernière diapo sur les vidéos sur les limites, il y a un erratum, voilà, j'ai mis dans la description que personne n'a regardé, mais j'ai mis égal là. J'en avais besoin dans la preuve, c'est la dernière diapo. Je savais que j'avais une application, en fait j'avais besoin que l'inclusion. Hein. L'inclusion me permettait de conclure ma preuve. Hein. Mais je n'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai mélangé entre f-1 et f et tout ça. Je me suis dit oui, si f est une application, je fais un petit dessin dans ma tête vite fait parce que j'étais à la bourre, c'était la dernière diapo et que j'avais un temps limite avant de finir les diapos pour pouvoir tourner le lendemain. Donc c'est que des excuses qui ne sont pas valables, d'accord, c'est honteux. Et bon, bref, et j'ai mis égal. Et je dis explicitement, vous vérifierez, propriété des applications réciproques, si f est une application, alors a égale f-1 de f de A, ce qui est faux. En l'occurrence, c'était U égale f-1 de f de U, c'est pas vrai. J'avais juste besoin que U est inclus dans f-1 de f de U en plus. Ça suffisait pour conclure la preuve. Donc, parce que c'était vrai le théorème, j'étais sûr que c'était vrai, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je me suis dit aussi, bon, ça va forcément marcher puisque j'ai besoin de ça. Mais non, j'ai besoin que de l'inclusion. Et j'ai confondu les deux, je ne me suis pas rappelé, je me suis dit, oui, on doit toujours avoir l'inclusion et qu'on a que l'hypothèse en plus, ça doit être égal. J'ai confondu avec celui d'avant, je n'ai pas pris le temps de vérifier les détails. Et du coup, pour la peine, je me tape toute cette vidéo juste pour corriger cette bêtise, parce que je me dis que c'est pas inutile du coup. Donc voilà, donc pour m'éviter de perdre, allez, 5 minutes, j'en ai perdu 4 heures. Bon, bref, 4 heures peut-être plus, mais en fait hein. J'ai à faire tous les dessins, je pense que j'ai mis plus de temps que ça. Mais bon, allez, revenons-en à nos moutons, peut-être faire la preuve de ça, vous avez le temps de la faire vous-même entre-temps, depuis le temps que je raconte des conneries. Ok, alors allons-y, sinon si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de mettre sur pause. Donc démontrer ce truc-là, bon ben voilà, je prends un élément qui est dans A, son image, du coup, f de A, elle est dans grand f de A. D'accord. Donc, du coup, c'est bien l'antécédent d'un élément qui est dans f de A. Voilà, c'est juste... le seul truc important, c'est que f de A existe. Hein. Oui, c'est ça le truc important. F est une application, donc f de A, il existe pour tous les éléments de A. Sinon, je ne pouvais pas faire ça. Pour ceux qui n'avaient pas d'image, ça ne marchait pas. Mais s'il a une image, du coup, A, c'est bien l'antécédent d'un élément qui est dans f de A. C'est bien l'antécédent de son image. Bref. Donc voilà, donc là c'est juste débile, mais il fallait que f soit défini partout pour pouvoir le faire. Et maintenant, si en plus f est injective, alors pour tout A dans E, on a l'égalité A égale f-1 de f de A. Et moi, dans mon théorème sur les limites, je n'avais pas du tout que f est injective, donc je n'avais pas le droit d'utiliser ça.
Aïe aïe aïe. Bon enfin. Alors voilà, pareil, toujours la preuve. Alors cette fois, donc, on va démontrer que on a l'inclusion dans l'autre sens. Donc je prends un x qui est dans f-1 de f de a, donc soit x dans e qui est dans f-1 de f de a. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous rappelle, f-1 de f de a, ça veut dire que x est dans df, et que, mais bon, f est une application, donc df c'est tout le monde, donc x est dans e, et que son image est dans f de a. D'accord? Donc ça implique que f de x est dans f de a. Bon, jusque là tout va bien, mais donc ça veut dire que x est, il existe un élément dans a, donc f de x est dans f de a, ça veut dire que les éléments f de a, c'est les images des éléments de a. Mais peut-être les images des éléments d'autre chose. Ça ne veut pas dire que x est dans a priori. F de x est dans f de a. Peut-être que f de x est très très ailleurs de a, mais il vaut la même chose qu'un élément de a. Donc voilà, il existe un a dans a tel que f de x égale f de a. Mais maintenant, c'est là le truc hyper important. Si je suppose que f est injective, ça implique que x égale a. D'accord? Donc il existe un a dans a tel que x égale a, car f est injective. Du coup, ça veut dire que mon x du début, il est bien dans grand A. Et donc cet ensemble-là est bien inclus dans A, et du coup j'ai bien l'égalité qui était là. Et voilà. Alors, je vous ai remis tout ça dans l'ordre. Vous pouvez voilà, faire imprimer juste les deux dernières diapos là, pour avoir tout le récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà ce qui marche en cas général, sans aucune hypothèse sur F. On a les inclusions des images directes, les inclusions des images réciproques. Donc ça au moins il faut s'en rappeler, c'est quand même super facile. Après, ce qu'on peut se rappeler, c'est que tout marche bien pour l'image réciproque, c'est-à-dire l'union, l'intersection et le complémentaire, modulo que là c'est le domaine de définition évidemment. Et que ça marche un peu moins bien pour l'image directe. Avec un petit dessin, à vous de vous rappeler si c'est l'union ou l'intersection qui marche bien. Il y en a deux qui ne marchent pas, donc voilà, donc pour l'image directe. Et puis ça, c'est plus dur de se rappeler que f de f-1 de b est inclus dans b. Ça, honnêtement, moi je fais un petit dessin à chaque fois, j'arrive pas à mémoriser ce truc-là. Maintenant, si on suppose qu'en plus, on a l'hypothèse que c'est une application, du coup, on a que voilà, l'image réciproque du complémentaire, c'est vraiment le complémentaire. Donc ça, c'est pas une hypothèse très très forte. Et on a cette inclusion-là, mais c'est pareil, moi, la preuve que j'arrive pas à m'en rappeler, c'est que je me suis planté. Si on suppose que f est injective, du coup, l'intersection, ça marche, le complémentaire, ça marche, et puis a égale f-1 de f de a, ça marche. Ok, donc voilà, en gros, presque tout marche quand c'est injectif. Et donc tout marche tout le temps quand c'est bijectif, on est d'accord. Et si on sait juste que f est surjective, et pas injective, c'est-à-dire si on sait que c'est une application, si elle est injective, on a tout ça en plus. Si elle est surjective, on a en plus que f de f-1 de b égale b. Et donc, ce qu'il faut, voilà, et la seule condition où il faut vraiment absolument que ce soit objectif, c'était pour avoir que l'image simple, l'image directe du complémentaire était le complémentaire de l'image. Alors là, il fallait une bijection. Mais si f est bijective, tout est vrai, toutes les égalités, d'accord. Donc voilà, on peut aussi se rappeler de ça, ça peut servir. Et sinon, en général, il faut re-regarder, il faut réfléchir, etc. Mais rappelez-vous déjà que ça marche bien pour l'image réciproque, beaucoup mieux que pour l'image directe, et ça vous évitera de dire des bêtises. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Hop, petite scène post-crédit pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc voilà, je remercie toujours infiniment mes tipeurs que j'ai mis à jour. Là, on est en décembre 2023. Donc voilà, si vous avez typé après, il faut dire pourquoi je ne suis pas là, etc. Bon, voilà. Donc voilà, je vous rappelle vite fait qu'il y a une petite compétition pour arriver au haut du classement. C'est la somme totale qui permet d'arriver, c'est classé par ordre total des dons qui ont été donnés. Donc ok. Et ensuite, les couleurs, ça représente le nombre de mois, d'accord. Donc voilà, ceux qui sont en vert, ça veut dire que ça fait 1 an qu'ils donnent, au moins. Ceux qui sont en bleu, ça fait au moins 2 ans qu'ils donnent. Et ceux qui sont en rouge, ça fait au moins 3 ans qu'ils donnent. Déjà 3 ans, c'est juste hallucinant. Et donc voilà, donc la liste évolue au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des temps. Je remercie donc vraiment infiniment tous ces gens-là. C'est incroyable, qui payent pour du contenu gratuit, accessible gratuit, qui restera accessible gratuitement. Et c'est super gentil. Moi, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Je leur fais à tous des gros bisous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.